Tu vas nous faire du mal? Non, jamais. Je vais vous protéger. On a peur. Je sais, mes chéris, mais vous êtes en sécurité maintenant. Thomas Brennan se tenait dans l'allée sombre derrière son immeuble de bureau en centre-ville, un endroit où il n'avait jamais mis les pieds en 38 ans. L'email avait été cryptique, presque menaçant, mais quelque chose l'avait poussé à venir. Peut-être la mention d'enfant dans le besoin. Peut-être la simple curiosité, ou peut-être, au fond de lui, cette blessure au cœur qui n'avait jamais vraiment cicatrisé. C'était un homme frappant, aux cheveux bruns ondulés et aux traits nets, vêtu avec élégance d'un costume gris anthracite malgré l'heure tardive. À 38 ans, Thomas avait transformé Brennan Technologies d'une petite société de développement d'applications en un empire mondial. Forbes le qualifiait de visionnaire. Wall Street le considérait comme un génie. Mais rien de tout cela n'avait d'importance la nuit où son monde s'était effondré, 5 ans plus tôt. Le bruit de pas résonna dans l'allée et Thomas se raidit. Une femme émergea de l'ombre. Son apparence était négligée, ses yeux durs et calculateurs. Elle semblait avoir un peu plus de 40 ans, avec des cheveux sombres et un visage qui avait peut-être été joli autrefois, avant que la vie et les mauvais choix ne l'usent. « Monsieur Brennan » demanda-t-elle d'une voix rauque. « C'est moi. C'est vous qui avez envoyé l'email. » La femme, qui s'était présentée uniquement sous le nom de Christine, hocha la tête. « J'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser. Une proposition d'affaires, en quelque sorte. » Thomas fronça les sourcils. Tout cela sentait déjà mauvais, mais avant qu'il puisse répondre, 2 petites silhouettes apparurent derrière la femme. C'étaient des fillettes, jumelles à en juger par leur ressemblance, peut-être 7 ou 8 ans. Elles avaient de longs cheveux blonds tout raides qui encadraient des visages émaciés, et portaient des vêtements sales et trop grands, visiblement récupérés dans un conteneur de dons. Mais ce furent leurs yeux qui figèrent Thomas, grand, effrayé, et d'un verre extraordinaire qu'il avait déjà vu chaque jour pendant 3 ans sur le visage de sa défunte épouse. « Ce sont mes belles-filles », dit Christine avec un geste dédaigneux. Leur mère, l'ex de mon mari, est partie il y a des années et les a laissés avec nous. Maintenant mon mari est mort aussi, et je ne peux plus subvenir à leurs besoins. J'ai entendu dire que vous faisiez des œuvres de charité. Je me suis dit qu'un homme riche comme vous pourrait leur trouver un bon foyer, contre une juste compensation. Thomas sentit son sang se glacer. Vous essayez de me vendre des enfants. Le visage de Christine se durcit. J'essaie de survivre. Vous avez de l'argent. Moi, j'ai des bouches que je ne peux plus nourrir. On conclut un marché. Tout le monde y gagne, les filles ont une meilleure vie, et moi je repars à zéro ailleurs. Tous les instincts de Thomas lui hurlaient d'appeler la police. Mais il regarda les 2 petites filles qui se tenaient là, main dans la main, le visage marqué par une résignation qu'aucun enfant ne devrait jamais connaître. Et quelque chose bougea en lui. S'il appelait les autorités maintenant, ses enfants disparaîtraient dans le système. Et il y avait chez elle quelque chose qu'il ne pouvait nommer, qui le poussait à en savoir plus. Combien, demanda-t-il doucement. Christine annonça un chiffre. C'était dérisoire pour un homme de sa fortune, à peine plus que le prix de sa montre. Il plongea la main dans sa veste, sortit son portefeuille et en tira une liasse de billets. Il gardait toujours du liquide pour les urgences. Il n'avait jamais imaginé une urgence pareille. « C'est ce que j'ai sur moi », dit-il. « Mais j'ai besoin d'informations. Comment s'appellent-elles? Où sont leurs certificats de naissance? Leurs dossiers médicaux ?» Christine arracha l'argent et le compta rapidement. « Elle s'appelle Sophie et Grace. Pas beaucoup de papiers. On a beaucoup bougé, mais j'ai leurs certificats de naissance quelque part. Je peux vous les envoyer. » Elle fit demi-tour pour partir. Thomas la rappela. « Attendez. Et leur mère? Leur vraie mère ?» Le rire de Christine fut amer. « Amanda? Elle est partie il y a des années. Un beau jour elle a disparu et n'est jamais revenue. Bon débarras, si vous voulez mon avis. Elle se croyait toujours trop bien pour nous. » Le prénom le frappa comme un coup de poing. Amanda. Son Amanda s'appelait Amanda. Mais c'était impossible. Son Amanda était morte 5 ans plus tôt dans un accident de voiture. Ils n'avaient jamais eu d'enfant ensemble, même s'ils en avaient parlé. Elle n'avait que 33 ans. Christine disparut dans l'obscurité. Thomas resta seul dans l'allée avec 2 fillettes terrifiées.
Il s'agenouilla lentement pour se mettre à leur hauteur. « Je m'appelle Thomas, dit-il doucement. Je sais que c'est très effrayant, mais je vous promets que je vais m'occuper de vous. Vous êtes en sécurité maintenant. » Les fillettes le fixèrent de leurs yeux verts troublants. Enfin, celle de gauche, un peu plus grande, murmura. « Vous allez nous faire du mal ? » « Non, ma chérie. Jamais. Je vais vous emmener quelque part de chaud et de sûr. Et on va tout arranger ensemble. » Il se releva et tendit les mains. Après un long moment, chacune prit une de ses mains. Elles étaient glacées et si petites dans les siennes. Thomas les guida hors de l'allée vers sa voiture, l'esprit en ébullition. Première étape, les mettre en sécurité, les nourrir, les réchauffer. Ensuite, il poserait des questions. L'appartement en pentouze de Thomas surplombait la skyline de la ville, tout en verre et luxe moderne. Les fillettes se tenaient dans l'entrée, perdues et dépassées. Il comprit à quel point tout cela devait leur sembler intimidant. « Vous avez faim ?» demanda-t-il. Elles hochèrent la tête en silence. Thomas commanda à manger, puis les conduisit à la salle de bain d'amis. « Vous pouvez prendre un bain si vous voulez. Je vais vous trouver des vêtements propres. » Il n'avait évidemment pas de vêtements d'enfant, alors il leur donna des t-shirts doux qui leur arrivaient aux genoux. Quand elles ressortirent, cheveux humides et propres, Thomas sentit son cœur se serrer. Elles paraissaient si jeunes, si vulnérables. Autour d'une pizza qu'elles mangeaient lentement, comme si elles craignaient qu'on la leur reprenne, Thomas essaya d'en apprendre davantage. « Sophie et Grace, dit-il doucement. Ce sont de très jolis prénoms. Vous pouvez me dire quel âge vous avez ? » La plus grande, Sophie, répondit. On a 8 ans. On aura 9 ans en mars. Et vous vous souvenez de votre mère ? Votre vraie mère, pas Christine ? Les fillettes échangèrent un regard. Grace, la plus silencieuse, hocha légèrement la tête. Elle avait de beaux cheveux comme nous. Elle nous chantait des chansons. Vous vous souvenez de son prénom ? Maman, dit Sophie. Juste maman. Et votre papa ? Le visage de Sophie s'assombrit. Il était méchant parfois. Lui et maman se disputaient beaucoup. Puis un jour maman est partie et il a dit qu'elle ne voulait plus de nous. Ensuite il a rencontré Christine, qui était encore plus méchante. Puis il est mort et il n'y a plus eu que Christine, et elle ne voulait vraiment plus de nous. Thomas sentit la colère monter, mais il garda une voix calme. Ça a dû être très dur. Mais maintenant les choses vont changer. Demain on ira voir des gens qui vont nous aider à tout comprendre. Cette nuit-là, il installa les fillettes dans la chambre d'amis, leur laissant le grand lit pendant qu'il prenait le canapé. Avant qu'elles s'endorment, il resta un moment avec elles. « Sophie, Grace, dit-il. Je veux que vous sachiez une chose, quoi qu'il arrive, vous ne serez plus jamais seuls. Je vous le promets. » Le lendemain matin, Thomas passa des coups de fil. D'abord à son avocat, puis à un détective privé de confiance, puis à une avocate spécialisée dans la protection de l'enfance. À midi, son appartement était devenu une ruche. L'avocate, une femme gentille nommée Patricia, interrogea doucement les fillettes. L'avocat entama les démarches pour démêler le sac de nœuds juridiques. Le détective, Martin Chin, commença à creuser dans le passé des enfants. Ce fut Martin qui revint 3 jours plus tard avec une chemise cartonnée. Son expression était grave. « Il faut que vous voyiez ça. » Thomas ouvrit le dossier. À l'intérieur se trouvaient les certificats de naissance de Sophie Grace Barrett et Grace Ann Barrett, née le 15 mars, 8 ans plus tôt. Nom de la mère, Amanda Claire Barrett. Nom du père, Robert James Barrett. Les mains de Thomas se mirent à trembler. Barrett, c'était le nom de jeune fille de ma femme. Amanda Claire Barrett. Martin hocha lentement la tête. Je sais. J'ai trouvé plus. Votre femme n'est pas morte dans cet accident de voiture, Thomas. Elle a survécu, mais elle était gravement blessée. Quand elle s'est réveillée à l'hôpital, elle avait perdu la mémoire. Aucune pièce d'identité n'a été retrouvée sur les lieux. Elle avait été éjectée du véhicule. Elle était enceinte au moment de l'accident, mais personne ne le savait. Elle a accouché de jumelles alors qu'elle se trouvait dans un établissement public, toujours sans aucun souvenir de son identité. Thomas sentit la pièce tourner. C'est impossible. J'ai identifié son corps. Vous avez identifié le corps de quelqu'un d'autre.
La femme morte dans l'accident était une inconnue qui correspondait vaguement à la description de votre épouse. Les dossiers de l'hôpital ont été mélangés. Ça arrive plus souvent qu'on ne le pense, surtout dans les cas de traumatisme grave. Votre femme est sortie de l'hôpital avec un homme nommé Robert Barrett, qui rendait visite à des patients et s'était lié d'amitié avec elle. Il lui a dit qu'ils étaient mariés, que son nom était Amanda Barrett. Elle n'avait aucun moyen de savoir que c'était faux. Mon Dieu, murmura Thomas. Les filles, elles sont à moi. Ce sont mes filles. Martin posa d'autres documents sur la table. Le calendrier concorde. Amanda était enceinte de 3 mois quand elle a disparu. Elle aurait accouché environ 6 mois après l'accident. J'ai déjà organisé un test ADN, mais Thomas, regardez-les vraiment. Elles ont votre nez, votre menton, et leurs yeux sont exactement ceux d'Amanda. Thomas s'assit lourdement. 5 ans. 5 ans que je pleurais ma femme, sans savoir qu'elle était vivante, perdue, vivant avec un inconnu qui avait profité de son amnésie. 5 ans que mes filles grandissaient sans moi, dans la misère et la négligence. Le poids de tout cela l'écrasait. Où est Amanda maintenant, demanda-t-il d'une voix rauque. L'expression de Martin devint encore plus sombre. Je suis désolé, Thomas. Elle est morte il y a 2 ans. Une pneumonie mal soignée. Robert l'a enterrée dans un cimetière communal. Lui-même a été tué dans un accident du travail 6 mois plus tard, ce qui a fait entrer Christine en scène. Elle avait été sa compagne avant Amanda. Thomas enfouit son visage dans ses mains. Amanda était vraiment partie. Il l'avait perdue 2 fois. Mais Sophie et Grace, ses filles, étaient vivantes. Elles étaient là. Il n'avait pas tout perdu. Les résultats du test ADN arrivèrent 3 jours plus tard et confirmèrent ce que Thomas savait déjà au fond de son cœur, Sophie et Grace étaient ses filles biologiques. L'avocat déposa une demande de garde d'urgence et, vu les circonstances, le juge l'accorda immédiatement. Thomas Brennan était officiellement père. Annoncer la vérité aux fillettes fut la chose la plus difficile qu'il ait jamais faite. Elles étaient assises sur le canapé du salon, petites et incertaines. Thomas s'agenouilla devant elles comme il l'avait fait dans l'allée et prit leurs mains. Les filles, j'ai quelque chose de très important à vous dire. Quelque chose de merveilleux, de triste et de compliqué à la fois. Il marqua une pause, rassemblant son courage. Votre mère, votre vraie mère, s'appelait Amanda. Amanda Brennan. C'était ma femme. Je l'aimais énormément. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. Mais Christine disait que maman s'appelait Amanda Barrett. C'est vrai aussi. Barrett était son nom avant de m'épouser. Mais il s'est passé quelque chose de terrible. Votre mère a eu un grave accident de voiture avant votre naissance. Tout le monde pensait qu'elle était morte, moi y compris. Mais elle n'est pas morte. Elle a survécu, mais elle ne se souvenait plus de qui elle était. Un homme nommé Robert lui a dit qu'ils étaient mariés. Et elle l'a cru parce qu'elle ne se rappelait rien d'autre. Elle vous a mise au monde pendant qu'elle vivait avec lui, sans savoir qu'elle avait une autre vie, qu'elle m'avait, que je la cherchais tous les jours. La voix de Grace était minuscule. Alors Robert n'était pas notre vrai papa? Thomas secoua la tête, les larmes coulant maintenant sur son visage. Non, ma chérie. C'est moi. Je suis votre papa. J'ai cherché votre mère pendant 5 ans. Et je ne savais pas qu'elle vous avait eu, que vous existiez. Mais maintenant je sais. Et je ne vous laisserai plus jamais partir. Le visage de Sophie se chiffonna. Est-ce que maman va revenir un jour? Non, mon trésor. Maman est morte il y a 2 ans. Je suis tellement désolé. Mais elle vous aimait énormément. Je le sais. Et moi aussi je vous aime. Je sais que je suis encore un inconnu pour vous, mais je suis votre papa, et je vais passer chaque jour à vous montrer ce que ça veut dire. Il les attira toutes les deux dans ses bras. Après un instant d'hésitation, elles s'accrochèrent à lui, leur petit corps secoué de sanglots. Ils pleurèrent ensemble pour Amanda, pour les années perdues, pour la douleur et la confusion, mais peut-être aussi pour l'espoir de quelque chose de nouveau, de meilleur. Les mois suivants furent une période d'adaptation pour eux trois. Thomas engagea une excellente nounou, Madame Rodriguez, qui facilita la transition. Il déménagea avec elle dans une maison avec jardin, plus adaptée aux enfants que son Pantouse en centre-ville. Il les inscrivit dans une bonne école et organisa une thérapie pour les aider à surmonter leur traumatisme.
Sophie et Grace sortirent peu à peu de leur coquille. Sophie se révéla aventureuse et bavarde dès qu'elle se sentit en sécurité. Grace était plus réservée, plus artistique, passant des heures à dessiner et peindre. Thomas apprit leur goût, leur peur, leurs rêves. Il leur lisait des histoires chaque soir, les aidait pour les devoirs, assistait aux événements scolaires et, lentement, douloureusement, merveilleusement, ils devinrent une famille. Un soir, environ 6 mois après cette nuit dans l'allée, Thomas était assis avec les filles dans leur nouveau salon. Sophie lui montrait un projet scolaire, Grace était blottie contre lui en train de lire. C'était un moment domestique si ordinaire que Thomas sentit sa gorge se nouer d'émotion. « Papa » dit Sophie. Elle avait commencé à l'appeler comme ça quelques semaines plus tôt, et ça lui faisait encore mal au cœur à chaque fois. « Tu crois que maman sait qu'on t'a trouvé ?» Thomas la serra contre lui. « Je crois qu'elle le sait, et je crois qu'elle est très heureuse. »« J'aimerais qu'elle soit là, » murmura Grace. « Moi aussi, ma puce. »« Moi aussi. »« Mais tu sais quoi ? On la porte en nous tous les jours. Vous avez toutes les deux ces magnifiques yeux. » Sophie a son rire. Grace a son talent pour l'art, et vous avez toutes les deux son cœur si gentil. Elle fait partie de vous. Il avait installé un petit mémorial dans la maison avec des photos d'Amanda d'avant l'accident. Il leur racontait des histoires sur elle, sur leurs rencontres, sur leur vie ensemble. Il voulait qu'elles connaissent la femme qu'avait été leur mère, même si elle ne se souvenait pas d'elle. Les années passèrent et les blessures cicatrisèrent lentement, même si elles ne disparurent jamais complètement. Quand Sophie et Grace eurent 16 ans, grandes, belles et pleines de vie, Thomas les emmena au cimetière où reposait Amanda. Il avait fait transférer sa dépouille dans un emplacement plus beau, avec une pierre tombale élégante sur laquelle on pouvait lire. « Épouse et mère aimée. » Tu sais, dit Sophie en déposant des fleurs sur la tombe, j'étais tellement en colère contre elle parce qu'elle nous avait abandonnés, mais maintenant je comprends. Elle n'a pas choisi de partir. Elle s'est juste perdue. Et papa nous a trouvés, ajouta Grace en glissant sa main dans celle de Thomas. Il nous a trouvés et il nous a ramenés à la maison. Thomas regarda ses filles. Ces jeunes femmes miraculeuses qui avaient été perdues et qui étaient désormais retrouvées, abandonnées et désormais aimées. Il ressentit pleinement la gratitude et l'émerveillement. La vie lui avait pris tant de choses, mais elle lui avait aussi donné tout ce qui comptait vraiment. Vous savez ce que votre mère disait toujours, murmura Thomas. Elle disait que l'amour était la seule chose capable de survivre à tout, le temps, la distance, même la mort. Elle disait que l'amour trouvait toujours un chemin. Il sourit à travers ses larmes. Elle avait raison. Ils restèrent là, tous les trois, dans le cimetière silencieux. 3 êtres liés par la perte et l'amour, par la tragédie et le triomphe. L'histoire de leur retrouvaille était douloureuse et compliquée. Mais elle était aussi belle, car malgré tout ce qui avait essayé de les séparer, ils étaient ensemble. Ils étaient une famille. Et tandis que le soleil se couchait sur la ville, peignant le ciel de teintes dorées et roses, Thomas Brennan serra ses filles contre les lui années continuaient de s'écouler avec eux, et la vie de dans leur Thomas, rire, Sophie dans leur et force, Grace s'installa dans dans l'amour une qui les routine entourait, douce, faite de petits Elle bonheurs ne les avait quotidiens jamais et de vraiment grandes joies quittés. partagées. Elle À attendait 18 simplement ans qu'ils se retrouvent. Sophie entra à l'université pour L'amour, étudier le droit après international. tout, était la seule chose qui Elle durait voulait éternellement. devenir avocate spécialisée dans la protection des enfants vulnérables. Chaque fois qu'elle parlait de ses cours, de ses stages dans des associations humanitaires, Thomas sentait une fierté immense mêlée d'une pointe de nostalgie, il voyait en elle la détermination d'Amanda, cette même flamme qui refusait de laisser le monde tel qu'il était. Grace, elle, choisit les beaux-arts. Elle passa des heures dans l'atelier qu'ils avaient aménagé au sous-sol de la maison, entouré de toiles, de pinceaux et de pots de peinture. Ces heures commencèrent à attirer l'attention, des portraits mélancoliques mais lumineux, des paysages où l'on sentait toujours une présence invisible, comme si quelqu'un veillait derrière chaque coup de pinceau. Un jour, une galerie importante de la ville organisa une exposition de ses premières toiles. Le soir du vernissage, Grace portait une robe vert émeraude de la couleur exacte des yeux d'Amanda. Thomas resta longtemps devant le portrait central, une femme de dos, cheveux blonds flottant au vent, regardant un horizon qu'on ne voyait pas. En dessous, une simple plaque, « Maman, où que tu sois ». Ce soir-là, après le départ des invités, Grace s'approcha de son père qui contemplait encore le tableau. « Tu crois qu'elle aurait aimé ?» demanda-t-elle doucement. Thomas passa un bras autour de ses épaules. Elle aurait été folle de fierté. Elle aurait dit que tu as capturé quelque chose qu'elle-même n'arrivait pas à exprimer avec des mots. Sophie les rejoignit, un verre de champagne à la main.
On devrait faire un toast, non? Ils levèrent leur verre dans le silence de la galerie vide. À Amanda, dit Sophie. À maman, ajouta Grace. À nous trois, conclut Thomas, la voix un peu rauque. Et à l'amour qui nous a ramenés les uns vers les autres. Les années 20 de Sophie et Grace furent marquées par des voyages, des amours, des déceptions, des réussites. Sophie rencontra un jeune diplomate suédois, Lucas, avec qui elle partageait la même passion pour la justice. Ils se marièrent dans le jardin de la maison familiale, sous un cerisier qu'ils avaient planté ensemble le jour de leurs 9 ans. Grace, elle, vécut une histoire d'amour intense mais brève avec une musicienne, puis choisit de rester célibataire pendant plusieurs années, disant qu'elle avait déjà assez d'amour à donner à ses toiles et à sa famille. Thomas, lui, ne se remaria jamais. Il ne ressentit jamais le besoin de remplacer Amanda. Il disait souvent, avec un sourire paisible: j'ai eu le grand amour de ma vie. Et maintenant, j'ai le privilège d'aimer 2 autres femmes extraordinaires. Ça me suffit largement. Il prit sa retraite progressive à 60 ans, laissant la direction de Brennan Technology à une équipe qu'il avait formée avec soin. Il consacra l'essentiel de son temps à la fondation Amanda Brennan, qui avait grandi jusqu'à devenir une référence internationale dans l'accompagnement des personnes souffrant d'amnésie traumatique et dans la réforme des protocoles d'identification hospitalière. Des milliers de familles avaient été réunies grâce au programme qu'il avait financé. Un après-midi d'automne, alors qu'il avait 72 ans, Thomas reçut un appel de Sophie. « Papa, il faut que tu viennes à la maison. » Tout de suite. Il arriva 1 heure plus tard, un peu inquiet. Sophie et Grace l'attendaient dans le salon, un grand carton posé sur la table basse. « On a reçu ça hier », expliqua Sophie. « C'est Christine qui l'a envoyé. Elle est morte il y a 6 mois. Une voisine a retrouvé ça dans ses affaires et a décidé de nous l'envoyer. » Thomas ouvrit le carton avec précaution. À l'intérieur, une petite boîte à bijoux en bois usé, un carnet aux pages jaunies, quelques photos floues et une lettre pliée en 4. La lettre était écrite d'une écriture tremblante, celle d'Amanda. Thomas reconnut immédiatement l'écriture, même après tant d'années. Il s'assit lourdement sur le canapé. Sophie et Grace vinrent s'installer de chaque côté de lui. Il déplia la lettre. « Mon amour. Si quelqu'un lit ceci un jour, c'est que je ne suis plus là pour vous le dire moi-même. Je ne sais pas qui je suis vraiment. Les médecins disent que ma mémoire est partie pour toujours. Mais il y a des choses que mon cœur n'a pas oubliées. Je sais que j'ai aimé quelqu'un très fort, un homme aux yeux bruns et au sourire gentil. Je vois son visage dans mes rêves, presque toutes les nuits. Je sens son odeur, je sens ses bras autour de moi. Je ne connais pas son nom, mais je sais qu'il me cherchait. Je le sens. Je le sais. J'ai eu 2 petites filles. Elles sont belles. Elles ont des yeux verts comme les miens, et parfois, quand elles rient, j'ai l'impression que quelque chose en moi se réveille, comme un souvenir qui frappe à la porte. Je suis désolé de ne pas avoir pu rester. Je suis désolé de ne pas avoir su revenir. Si vous lisez ceci, dites-lui que je l'ai aimé jusqu'à la fin. Dites-lui que je n'ai jamais cessé de l'attendre, même quand je ne savais plus pourquoi. Et dites à mes filles que je les aime plus que tout au monde. Qu'elles sont la seule chose dont je suis sûr, même sans souvenir. Amanda, ou qui que je sois vraiment. Thomas pleura en silence, longtemps. Sophie et Grace pleurèrent avec lui, leurs mains serrées sur les siennes. Quand il put enfin parler, il murmura. Elle n'a jamais oublié. Pas vraiment. Ils restèrent ainsi un long moment, entourés des reliques d'une vie brisée et pourtant intacte dans l'amour. Plus tard, ils placèrent la lettre et la boîte dans le petit mémorial familial, à côté des photos d'Amanda jeune et souriante. Le soir venu, Thomas sortit seul dans le jardin. Il s'assit sur le banc qu'ils avaient installé sous le cerisier des noces de Sophie. Il regarda les étoiles. « Tu avais raison, mon amour, dit-il à voix basse. L'amour trouve toujours un chemin. » Il resta là jusqu'à ce que la nuit devienne fraîche. Puis il rentra, ferma doucement la porte derrière lui, et rejoignit ses filles qui l'attendaient avec du thé chaud et des couvertures. Ils parlèrent tard dans la nuit. De souvenirs. De rêves. De ce qui avait été perdu. Et surtout, de ce qui avait été retrouvé. Car au bout du compte, malgré les années volées, malgré la douleur, malgré l'absence, ils étaient là. Ensemble. Une famille. Et l'amour, fidèle à la promesse d'Amanda, avait survécu à tout. Il durerait toujours.